Marc, dans ta question, en fait, il y a une notion de transition. Ok. Dans ta question, on peut passer de l'état actuel, qu'on va appeler le point A, vers l'état laïque, qu'on va appeler point B. Et donc, là, dans ta question, Marc, c'est est-ce que pour passer du point A au point B, est-ce qu'il faut passer par des élections ou bien est-ce qu'il faut passer par un gouvernement de transition? Donc, c'est une très bonne question. Mais par contre, ce que je veux juste prendre un petit moment pour bien expliquer de quoi on parle quand on dit de point B, c'est-à-dire cet état laïque. Et donc, s'il faut me permettez, je vais le faire très vite. Donc, l'état, pour moi, c'est l'alternative à la situation actuelle. Et pour que cet état soit une alternative durable à ce qu'on est en train de vivre actuellement et ce qu'on a vécu au Liban et dans la région plus en général, il faut que cet état ait une forme donnée et des caractéristiques bien claires. Et pour moi, les meilleures caractéristiques pour cet état-là, ce sont les caractéristiques suivantes. Donc, introduction, mais on y arrive. Donc, déjà, cet état, il est capable d'organiser la vie commune sur l'ensemble du territoire libanais. C'est-à-dire que toutes les régions se complémentarisent sur le plan économique, sur le plan social, culturel et sur le plan politique pour former un territoire un et indivisible. Ça, c'est clé, un point clé. Deuxième chose, comme le territoire est un et indivisible, le peuple aussi est indivisible, c'est-à-dire il n'y a pas, comme Louise l'a dit, un assemblement de communautés confessionnelles au Liban, il y a juste une seule communauté. Cette communauté, c'est la communauté légale, c'est-à-dire la communauté politique. Et dans ce cas-là, quand on dit communauté politique, et une seule, il y a deux notions. Il y a la notion de laïcité. Et la laïcité, c'est comme a dit aussi, c'est un peu Médéa, c'est pas un athéisme d'État, mais c'est tout le contraire. La liberté de conscience, elle est absolue dans un État laïque. Et la deuxième notion dans cette histoire de communauté politique, c'est une communauté politique, c'est-à-dire c'est un assemblement de citoyens et de citoyennes qui, eux, ont un rôle politique à jouer. Ils ne sont pas des spectateurs, ils sont bien des acteurs de la vie commune. Et donc, tous les citoyens sont capables de participer de manière égale à l'élaboration des lois qui vont venir régir notre vie commune et sans que leurs propres croyances interviennent dans le, dans le débat public. OK, donc je parlais d'efficacité, hein, la dernière caractéristique qui est très, très importante pour cet État. Alors, pourquoi efficacité? Donc, efficacité dans le service public, l'efficacité dans les prestations sociales pour que les gens puissent travailler, aimer leur travail et d'en vivre dignement sans avoir trop d'ennuis ailleurs à l'extérieur de leur boulot. Et puis, à la fin, c'est un État qui est capable, de manière très efficace, euh, euh, protéger, défendre le territoire entier contre les agressions de l'extérieur. Alors, cette efficacité, c'est une notion qui est très, très importante parce que quand un État est efficace, les citoyens vont tout de suite voir leur intérêt dans cette forme de gouvernement, voir son intérêt dans une forme de gouvernement, dans une forme d'État, c'est-à-dire aussi donner son consentement à l'autorité de cet État. Et donner son consentement, ça, c'est synonyme de légitimité. Donc, c'est ici la légitimité de l'État, c'est une notion qui est très importante pour ensuite être capable d'accepter ce changement, cette transition du point A au point B. Et donc, quand je reviens à ta question, Marc, est-ce que élection euh, ou gouvernement de transition, pour nous, c'est un gouvernement de transition qui va être capable de tout de suite, des premiers moments, faire imposer par ces réformes très rapides cette légitimité laïque de l'État. Et ensuite, on peut commencer à parler autre chose euh, comme élection pour ensuite mettre le cadre nécessaire et bien qu'il faut pour que tous les citoyens puissent participer dans la vie publique de manière démocratique. Question de rapport de force. Enfin, et donc, pour pouvoir imposer la direction vers laquelle on veut mener le cours de l'histoire, c'est qu'il faut favoriser en sa faveur le rapport de force.
Et ceci passe par deux choses. Donc, quand on dit rapport de force, il y a deux notions dans le rapport de force. Première chose, c'est la force elle-même, c'est-à-dire il faut être capable de croître sa force propre. Et ensuite, il y a comment mesurer cette force en face de la force autre. Vous savez, souvent dans les rapports de force, la force, elle est uniquement grande, ou elle peut paraître grande, uniquement grâce à la faiblesse en face. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est important de faire. C'est le cadre théorique, si vous voulez, de tout travail de transition, mais on peut en revenir après avec, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, mais on a encore du temps. Juste avant de passer à la question suivante, est-ce que, par un oui ou par un non, est-ce que vous avez un plan pour atteindre ce but, que ce soit des élections qui soient avec un organe indépendant et qui soient claires, ou bien le gouvernement de transition? Est-ce qu'il y a un plan avec lequel on pourra discuter un peu plus tard? Juste par un oui ou pour un non? Par un oui ou par un non? Absolument, Absolument. absolument, Marc. Quelle loi prévoyez-vous si jamais vous gagnez les élections ou si vous arrivez au pouvoir? Quelle loi prévoyez-vous pour lutter contre les discriminations raciales, de genre ou d'orientation sexuelle? Est-ce que vous prévoyez des lois déjà ou pas? Si oui, pourquoi? Si oui, lesquelles, pardon, et sinon pourquoi? Alors, donc là, il y a donc, plusieurs points très, très importants pour sociétal, si on parle de progrès sociétal. Donc déjà, par rapport au CAFALA, pour nous, c'est très clair. Toute personne au Liban qui travaille, qu'elle soit libanaise, qu'elle soit pas libanaise, elle a, là, c'est garanti pour elle qu'elle puisse vivre en dignité, bien aimer son travail et vivre dignement de son travail. Et en garantissant les libertés personnelles tout le temps, tout le temps. Les libertés personnelles, c'est ce qui appartient à la sphère privée du moment où ça n'appartient pas à la vie en commune, à l'organisation de la vie en commun, publique, euh, l'État n'intervient pas. Donc ceci se translate aussi à qui on veut aimer. L'État n'a rien à voir avec qui on veut aimer. On ne veut pas punir les gens et leur dire qu'ils doivent aimer. Les gens peuvent aimer qui ils veulent. OK, donc ça, c'est clair. Donc ça vient d'un principe d'égalité absolue, que ce soit entre les orientations sexuelles, entre hommes-femmes, et aussi pour le travail. Sur ces mots, nous pouvons justement passer au dernier thème de cette soirée, qui est justement la sortie de crise. Alors, comme on le sait, la crise au Liban, elle est multidimensionnelle. Et après avoir du coup discuté des enjeux politiques qu'on voit actuellement au Liban, cette partie va être consacrée aux solutions que vous envisagez en tant que parti pour une sortie de crise. Donc, comme on sait tous, au Liban, le dollar a frôlé les 15 000 livres libanaises. Le salaire minimum est passé aujourd'hui à 50 dollars alors qu'il était à 400 dollars il y a à peine quelques mois. La moitié des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Comment comptez-vous sortir ce pays de ce désastre économique? Et selon vous, comment limiter l'hyperinflation, restructurer la dette publique et réattirer les investissements étrangers? L'économie est un État pour le Liban, donc il couvre bien sûr la phase de transition de 18 mois où il y a trois phases. Donc, la première partie, donc avant d'entrer dans la gestion de la crise en elle-même économique, dans ce livre, on montre une vision beaucoup plus large et sur un moyen et plus long terme aussi de comment l'économie libanaise doit évoluer, plutôt que juste comment gérer la crise actuellement. Donc, juste pour dire très rapidement, hein, comment gérer la crise, il y a bien sûr l'audit sur les ressources disponibles, il y a les négociations et les discussions avec l'étranger, que ce soit des pays ou bien des institutions internationales, pour voir quelles sont les ressources financières qu'on peut avoir pour justement assurer cette transition et faire cette relance économique. Et comme disait Medea, et je suis assez d'accord avec elle, c'est nos ressources principaux. Notre territoire, il est petit. On n'a pas de ressources naturelles. Enfin, on pense en a, mais on n'en est pas encore sûr. Et de toute façon, on ne sait pas si on veut les utiliser parce que vu le contexte mondial et environnemental actuel, la question est légitime et elle se pose.
Et donc, c'est les gens, hein, c'est les citoyens et citoyennes avec leur savoir-faire, leur éducation, leur métier, etc. Et donc, pour ça, aujourd'hui, le grand risque, c'est soit ils sont à la rue, soit ils sont déprimés, soit ils veulent partir. Et donc, pour remédier à ça, pour leur donner le courage et pour que les sacrifices qu'ils sont en train de subir aujourd'hui puissent servir à quelque chose au moyen et plus long terme, donc, il faut les aider à résister. Et donc, ceci passe par une protection sociale sur 3 axes principaux. Et tout de suite, même si on a très, très peu de ressources actuellement, c'est l'éducation, c'est le logement et c'est la couverture santé. Donc, très vite. Et après, sur le reste des ressources, nous, donc, depuis le 17 novembre 2019, quand on a publié ça, euh, on a travaillé quand même. Et donc, on a maintenant une connaissance beaucoup plus détaillée de tous les dossiers de l'aspect économique libanais, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on sait précisément qu'est-ce qu'il faut faire avec les ressources. On les a évoluées, on sait comment ils sont en train d'évoluer et de mincir de plus en plus. On sait dans quel secteur il faut les diriger pour pouvoir faire cette relance, pour passer justement, comme l'a dit Louise, d'un modèle de rente à un modèle productif, mais productif comment? Pas n'importe comment, parce que je viens parler de la crise mondiale qui va nous traverser tous. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a détecté quelles sont les industries et les secteurs qui, déjà, en dépit de la crise, restent capables d'exporter. Et aussi, quel est notre marché interne qui est en train de consommer les devises extérieures, que ce soit l'énergie, que ce soit le transport, que ce soit plein d'autres choses. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc tout ça, on est en train de travailler sur tous ces dossiers-là pour pouvoir, de manière optimale, très vite, relancer notre économie et puis se redresser. Et ça passe aussi ensuite dans un temps plus long par d'autres choses, hein. On parle de notre rôle dans la région, la complémentarité avec la région, comment attaquer les marchés extérieurs, comment séduire, comme l'a dit Louise, les capitaux, redonner confiance, mais redonner confiance pas pour dire, et Médéa, là, je ne suis pas très d'accord avec toi quand tu dis la privatisation. On ne veut pas comme ça vendre les bijoux de la famille parce que même si Middle East et le régime du tabac, etc., sont aujourd'hui peut-être mal gérés, mais ils sont aussi source de revenus. Donc, il faut les gérer mieux. Il ne faut pas tout de suite dire on va les vendre. Ce n'est pas bien, de mon point de vue, hein, Médéa, OK? Ça se discute, ça se discute. Donc, voilà. Je répondrai tout à l'heure, c'était juste dans le cadre ad hoc. T'imagines, si on le fait maintenant, évidemment, ça va partir dans d'autres poches. C'est dans un second plan, OK, dans un second temps. on est d'accord. Enfin, dans un second temps, si ça s'avère utile, que si Oui. ça s'avère utile. Parce que ça peut être d'énormes ressources de revenus et en devises étrangères directement pour l'État. Donc, attention. Et l'État, ça veut dire nous tous, hein, ce n'est pas des affaires privées ou des politiciens ou des partis, c'est pour tout l'ensemble de la population. Voilà, donc voilà ce que je veux dire. Mais juste, je ne veux pas beaucoup m'étendre sur la partie économique parce qu'elle est publiée déjà, tout le monde le sait, vous pouvez la lire. Mais ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est que tout ça n'est possible que s'il y a cette alternative qui est l'alternative d'un État qui a sa légitimité. La légitimité, on en a parlé aujourd'hui, ça passe par plein de choses. Mais pour Louise, par exemple, a parlé de ramasser les impôts. Pour ramasser les impôts, il faut une légitimité. Personne ne va. Aujourd'hui, on a des. Personne. On ne peut pas récolter les factures d'EDL parce qu'on n'a pas de légitimité. Les gens trient sur leurs impôts parce qu'il n'y a pas de légitimité. Pourquoi ils veulent payer ça s'ils savent que derrière, il y a tous les réseaux de redistribution, etc. Il y a les monopoles, tout ça. Donc, la légitimité, quand les gens peuvent voir
tout clairement que leur intérêt est dans cette forme de gouvernement, dans cet état-là, alors on consent à cette autorité, on accepte sa légitimité et on joue le jeu tous ensemble, on participe à l'effort commun. Comment regagner la confiance de la communauté internationale et du coup les investissements, avoir de nouveaux investissements? Alors, déjà pour le regain de confiance, vous savez, personne ne va nous donner confiance si nous, on n'a pas nous-mêmes confiance en soi. Et donc, pour avoir confiance en soi, on doit être très, très clair comment on va agir, où est-ce qu'on veut aller. Donc, un programme très, très clair, une feuille de route, un programme clair. Et donc, un programme travaillé, clair, discuté, etc. Donc, déjà, la confiance en soi. Et à partir de là, c'est aller discuter, hein, c'est le travail diplomatique. Et le travail diplomatique, il fonctionne, on l'exerce, je pense, Louise ici en France, moi aussi, je l'exerce bien ici. Et donc après, il faut, quand on veut aller discuter à l'extérieur, il faut savoir quoi dire, donc être confiant en soi. Et à partir de là, je pense, c'est du travail, mais ça se fait. Juste pour ajouter un mot sur M. Le Drian, je rejoins Louise, hein, ce qu'elle a dit sur le changement de la position de la France. Au début, en effet, il parlait de gouvernement de mission. Maintenant, on parle de gouvernement de transition. Au début, on parlait de société civile. Maintenant, on parle de parti politique. Donc, on voit que la position, elle a avancé. Et ça, c'est bien sûr le fruit auquel nous-mêmes, on a participé en faisant notre travail diplomatique. Voilà ce que j'ai voulu ajouter sur ça. Par contre, un petit mot sur la forme de l'union est utile seulement et seulement si nous, en tant que parti qui souhaite le changement, nous, on le dit clairement, on est un parti révolutionnaire parce qu'on veut changer le système. On a notre position, on a notre programme vers où on veut aller discuter de manière unie, ça veut dire discuter autour d'un programme. Il faut savoir fédérer autour d'un certain programme. Après, tout est question de discussion. Les lignes peuvent bouger. Mais c'est le programme, hein, c'est pas les individus, c'est pas les partis. C'est qu'est-ce qu'on veut dire tout précisément, vers où aller et comment y aller. Rami, comme tu l'as si bien dit, pour regagner la confiance ou pour pouvoir discuter avec la communauté internationale aujourd'hui, il faut que l'opposition présente un projet commun ou que l'opposition fasse front commun. Pour la réunion avec Le Drian, si je ne me trompe pas, Mouatinoun, Mouatinat Fidaoula n'ont pas participé. Donc, est-ce que ça, quelque part, c'est montrer que l'opposition aujourd'hui a un projet commun et fait front commun? Et après, je sais que Menteshirine et le Bloc national, vous avez participé. Donc, est-ce que, en tant que représentant de l'opposition, vous avez pu emmener sur la table de la communauté internationale et face à Le Drian un projet commun pour la restructuration, pour les réformes aujourd'hui au Liban et pour pouvoir éventuellement gagner le pouvoir, quoi. Oui. Christy, nous Alors, je suis désolée, il faut juste que je précise qu'on a 1 minute pour répondre à cette question. D'accord, ok. Une question en forme de bombe, et il faut répondre 1 minute chacun? Christy, tu es dur. Ok. Non, ok, non, je vais être très, très rapide. Christy, en 2 mots. Je suis désolée, je sais que c'est une question un peu... Non, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Christy, c'est que on doit tous être clairs dans nos choix déjà, chacun, et puis ensuite venir discuter ensemble. Et puis, on va voir comment les lignes vont bouger. Mais il faut que ça soit clair. Nous, notre projet, il est clair. C'est un changement radical de régime. On veut passer de ce régime-là, qui est une coalition de communautés, vers un régime profondément laïque. Ça, c'est non négociable. Et en fait, c'est un changement de régime. Et donc, autour de ça, nous, on est prêts. Et on a tout écrit, hein, notre programme, etc. Tout est écrit.
autour de ces propositions-là, nous sommes prêts pour discuter avec tout le monde. Et on a essayé de le faire, hein, de faire front commun sur des sujets peut-être momentanément importants pour ensuite faire un vrai bond vers l'avant. On a essayé de le faire. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais nous, on est toujours ouvert à la discussion. Mais pour nous, c'est assez clair. L'État laïque, c'est non négociable.